Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer et j'espère que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. L'affaire d'aujourd'hui est particulièrement intéressante puisque c'est l'affaire qui a contribué à développer la couverture médiatique des faits divers et des affaires policières. Et je dois vous dire que cette histoire, elle m'a particulièrement touchée pour une raison que je vous expliquerai en fin de vidéo. Moi et la protagoniste de cette affaire, on a un petit lien et de toute façon, je vous l'expliquerai. Qui est Dorothy Arnold? Dorothy Harriet Camille Arnold naît en juillet 1985 à New York au sein d'une famille aisée. Elle a un frère aîné, John, un petit frère Daniel et une petite sœur Marjorie. Son père, Francis Rose Arnold, est importateur de parfums. Quant à sa mère, Marie Martha, elle s'occupe de ses enfants, ce qui est la norme dans ce milieu. La famille Arnold est influente et elle est bien vue dans la ville. On va dire qu'elle fait partie de la bourgeoisie locale. Dorothy a étudié à l'Institut Weltin de New York, puis elle a poursuivi des études de littérature et de langue à l'université Bryn Mawr en Pennsylvanie, d'où elle est ressortie diplômée en 1905. J'ai suivi le même cursus qu'elle et en toute objectivité, avec ça on finit généralement à McDo. Mais Dorothy n'a pas eu besoin de travailler à McDo, compte tenu de sa condition sociale. Elle a tout simplement tenté de percer en tant qu'écrivain. Dès 1910, à l'âge de 25 ans, elle soumet pour la première fois l'une de ses nouvelles au magazine McClure's, qui est à cette époque un mensuel qui publie des articles politiques et littéraires, mais aussi des romans sous forme de feuilletons. On peut compter parmi leurs auteurs Mark Twain, par exemple. C'est un excellent tremplin pour démarrer une carrière d'auteur à succès. C'est d'ailleurs ce qu'a fait l'homme de ma vie, Maupassant, puisqu'il publiait lui-même dans des journaux français. Mais le problème dans le cas de Dorothy, c'est qu'en 1910, le McClure's est déjà en plein déclin. Il est endetté. Et sans doute que la nouvelle de Dorothy ne leur plaît pas, puisqu'elle est rejetée. Dorothy ne désespère pas. Elle loue même une boîte postale pour recevoir les réponses des journaux auxquels elle soumet ses manuscrits, même si chez elle, on la taquine un petit peu sur ses ambitions. Bon, clairement, on se fout de sa gueule. D'autant que lorsqu'elle demande à son père de lui louer un appartement à Greenwich Village pour s'en servir comme d'un bureau afin d'y écrire, il refuse au motif qu'une jeune fille ne doit pas quitter la maison familiale sans être mariée. Elle peut écrire depuis n'importe quel endroit, après tout. Qu'à cela ne tienne. En novembre 1910, elle soumet une deuxième nouvelle au McClure's, mais elle est également rejetée. Autant vous dire qu'elle est dégoûtée et complètement déboussolée. Dorothy veut vraiment devenir écrivain et elle pense avoir les qualités pour ça. Elle continue d'écrire sans relâche. D'autres avant elle y sont parvenus. Louisa May Alcott, à qui l'on doit les 4 filles du docteur March, Alice Brown, Gertrude Atherton, pour ne citer qu'elle. Donc pourquoi ne veut-on pas lui donner sa chance ? Et chez elle, c'est un motif de dispute qui revient quand même assez régulièrement, puisque ses parents trouvent que ses ambitions sont un peu fantaisistes. Et ses frères et sœurs se moquent d'elle quand ses manuscrits sont refusés. Mais Dorothy est déterminée. L'écriture, c'est sa passion. Donc elle s'y accroche. Le matin du 12 décembre 1910, Dorothy informe sa mère qu'elle doit aller faire quelques courses afin d'acheter une robe pour sa petite sœur Marjorie pour le bal des débutantes. Le bal des débutantes, c'est une soirée durant laquelle une jeune fille, de classe sociale élevée, est introduite à la société afin de lui trouver un mari qui correspond aux exigences de sa classe sociale. Ce bal, c'est comme le premier événement social de la vie d'adulte d'une jeune fille de la haute société, donc elle doit bien présenter. Marie Martha propose à Dorothy de l'accompagner, mais Dorothy lui dit que c'est pas la peine. En plus de ça, sa mère est un peu malade, donc elle lui dit non, ne t'embête pas, va te reposer, je vais faire quelques courses et je rentre à la maison. Elle quitte le domicile familial situé à la 79e rue vers 11h avec sur elle entre 25 et 30 $, ce qui est une somme relativement importante, c'est environ 800 $ actuels. Ce matin-là, et c'est un fait établi, Dorothy est de très bonne humeur. Toutes les personnes qui la croisent dans la rue et qui la connaissent diront plus tard qu'elle était souriante et d'humeur joviale. Dorothy se rend d'abord dans un magasin de friandises sur la 59e rue. Elle y achète des chocolats, puis elle se rend à la librairie Brentano, située à l'angle de la 27e rue de la 5e avenue. Elle y achète un livre, il s'agit d'une comédie romantique, et en sortant, elle croise l'une de ses amies, Gladys King. Les deux jeunes femmes papotent brièvement du bal des débutantes, puis elles se quittent. Dorothy prend la direction de Central Park peu avant 14h, et à partir de ce moment-là, elle s'évapore littéralement. En début de soirée, la famille de Dorothy s'inquiète de ne pas la voir rentrer à la maison. Ils sont sur le point de passer à table et Dorothy n'a jamais manqué un repas sans en avertir au préalable ses parents. Ils appellent certaines de ses amies pour savoir si elle se trouve chez elle, mais toutes répondent qu'elles ne savent pas où est Dorothy
et qu'elles n'ont pas eu de ces nouvelles dans la journée. Peu après minuit, Elsie Henry, l'une des amies de Dorothy, appelle chez la famille Arnold pour venir aux nouvelles. Marie lui répond que Dorothy est finalement rentrée. Elsie demande à lui parler, mais Marie lui dit que Dorothy est partie dormir à cause d'un mal de tête. Ce qu'Elsie ne sait pas, c'est que Dorothy n'est pas rentrée chez elle. Marie lui a menti. Et la raison est assez simple. On est en 1910, au sein d'une famille de la haute société. C'est extrêmement mal vu qu'une jeune fille découche pendant plusieurs jours ou qu'elle s'absente pendant plusieurs heures sans qu'on ne sache où elle se trouve, puis qu'elle retourne chez elle. C'est vu comme du déshonneur. C'est par exemple ce qu'il s'est passé pour la famille Boas qui vit également à New York. En avril 1909, Adèle, leur fille de 13 ans, disparaît vers 15 h près de Central Park. Quelques jours plus tard, on découvre qu'elle a en fait fugué à Boston pour prouver à ses parents qu'elle est capable de prendre soin d'elle-même toute seule. Cette histoire a jeté l'opprobre sur la famille Boas, donc dans le doute, les parents de Dorothy préfèrent dire qu'elle est rentrée et ils ne reportent pas sa disparition à la police. Le lendemain matin, les parents de Dorothy, constatant qu'elle n'est toujours pas rentrée, contactent l'un de leurs amis avocats, John Kiss, et ils lui demandent s'il peut enquêter discrètement. John Kiss commence par fouiller la chambre de Dorothy à la recherche d'éléments importants. Et la première chose qu'il remarque, c'est que Dorothy n'a rien emporté avec elle. Tous ses vêtements et tous ses effets personnels sont là, sauf les vêtements qu'elle portait la veille. Dans la cheminée, il y a des papiers brûlés qui semblent être les manuscrits qu'elle avait envoyés au magazine McClure. Et dans le bureau, il y a des livres relatifs au paquebot ainsi que des lettres en provenance de l'étranger, mais rien qui puisse expliquer une disparition volontaire. Les jours qui suivent, John Kiss se rend dans les prisons, les hôpitaux et les morgues de New York, de Philadelphie et de Boston, mais aucune trace de Dorothy. Il suggère aux parents de Dorothy de contacter des détectives privés de la ville de Pinkerton pour étendre les recherches, et c'est ce qu'ils font. Les détectives retournent dans les hôpitaux, ils interrogent les amis de Dorothy, ils se rendent dans les endroits qu'elle fréquente habituellement, toujours aucune trace d'elle. Les détectives pensent que Dorothy a peut-être fui en Europe avec un amoureux. Les livres qui parlent de paquebots retrouvés dans sa chambre pourraient être un début de piste. Depuis 4 ans, Dorothy fréquente George Griscom Jr. C'est un ingénieur de 40 ans, issu d'une riche famille de Pittsburgh en Pennsylvanie qu'elle a rencontré lors de ses études à l'université. Le 16 septembre, soit 3 mois plus tôt, elle avait fait croire à ses parents qu'elle comptait rendre visite à une amie à Cambridge, mais elle s'est en fait rendue à Boston pour y rejoindre George dans un hôtel avec lequel elle était restée jusqu'au 24 septembre. Elle avait mis ses bijoux en gage pour payer sa petite escapade, et ses parents n'avaient vraisemblablement jamais été au courant de ce séjour. Mais ils savaient qu'elle était très amoureuse de lui. Les détectives vérifient donc les registres de mariage de la région. Ils écument les ports de New York afin de contrôler les registres de départ, mais aucune trace de Dorothy. De leur côté, Francis et Marie parviennent à remonter la trace de George. Il se trouve en Italie, à Florence, avec ses parents. Il lui envoie un télégramme le 16 décembre pour savoir où se trouve Dorothy, et il leur répond qu'il n'en a aucune idée. La dernière fois qu'ils se sont vus, c'est au début du mois de novembre, peu avant son départ pour l'Italie. Mais ça, c'est une réponse qui ne satisfait pas les parents de Dorothy. Ils sont persuadés qu'il sait où elle se trouve. Le 6 janvier 1911, Marie et son fils John se rendent dans le plus grand des secrets à Florence, dans l'hôtel où séjournent George et ses parents. Et George réitère ce qu'il leur a déjà dit. Il ne sait pas où se trouve Dorothy, il ne l'a pas vue depuis le début du mois de novembre. Elle lui a envoyé des lettres à Florence, l'a dit, ce qui leur permet de garder le contact, mais il ne sait pas où elle se trouve. Et Dorothy tient des propos particulièrement alarmants dans sa dernière lettre. Elle semble déboussolée et elle écrit « Eh bien, il est revenu. McClure l'a rejeté. Tout ce que je vois devant moi, c'est une longue route sans embranchement. Maman pensera toujours qu'un accident s'est produit. » Entre-temps, à New York, John Kiss, l'ami avocat de la famille, conseille à Francis de reporter la disparition de Dorothy à la police, ce qu'il se résout à faire le 22 janvier. Et compte tenu des recherches déjà entreprises par les détectives de Pinkerton, la police de New York lui conseille d'organiser une conférence de presse pour toucher le plus de monde possible. Quelques jours après, Marie et son fils John sont de retour de Florence. Et c'est là qu'ils apprennent que, dorénavant, la disparition de Dorothy fait la une de la presse à New York. Eux voulaient garder ça secret le plus longtemps possible, le temps de faire leurs propres recherches, puisqu'ils voulaient s'assurer que Dorothy n'avait pas fugué pour rejoindre George en Italie, ce qui serait particulièrement déshonorant compte tenu de leur statut social. Le 25 janvier, soit 1 mois et demi après la disparition de Dorothy, son père Francis donne une conférence de presse dans son bureau à New York, et il promet une récompense de $1000 à quiconque pourra lui apporter des informations lui permettant de retrouver sa fille. Cette histoire devient très rapidement virale. Elle est reportée dans tous les journaux de la région,
puis des États-Unis et même au Canada et au Mexique. Mais au départ, la police de New York pense que Dorothy est toujours vivante et qu'elle reviendra d'elle-même. On pense qu'elle a fugué, sans doute pour s'émanciper et avoir davantage de liberté que ce que lui permet son milieu social. Peut-être a-t-elle rejoint son petit copain en Italie dans le plus grand des secrets après tout. Il y a par exemple le San Francisco Chronicle qui rapporte que les employés de l'hôtel où logeaient George et ses parents ont vu une femme voilée discuter longuement et sérieusement avec lui les jours qui ont suivi la disparition de Dorothy. Donc beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir de Dorothy, mais il s'avère que la femme en question n'était autre que Mary, la mère de Dorothy. D'ailleurs, dès son retour aux États-Unis en février, George lui-même dépense de grosses sommes d'argent pour déposer dans les journaux des annonces demandant à Dorothy de rentrer chez elle. Et il affirme qu'il veut l'épouser malgré le refus de ses parents. Mais toujours aucune trace de Dorothy. Du côté de la famille Arnold, on pense que finalement, Dorothy n'est peut-être pas partie volontairement. Son père Francis déclare à la presse qu'il songe de plus en plus à la piste criminelle. Dorothy aurait été agressée et tuée lorsqu'elle rentrait chez elle en passant par Central Park. D'après lui, son corps a été jeté dans le réservoir de Central Park. Certains éléments de l'enquête qu'il préfère garder secret l'ont convaincu qu'il s'agissait du seul scénario possible. Un scénario rejeté par la police de New York pour une raison assez simple. Le jour de la disparition de Dorothy et les jours suivants, la température à New York a chuté à -6 degrés, ce qui a provoqué le gel du réservoir. Donc impossible d'y dissimuler un corps. Le parc a été fouillé de fond en comble bien sûr. La police de New York a enquêté sérieusement, mais aucune trace de la jeune femme. Et avec toute la publicité autour de cette affaire, les semaines qui suivent la disparition de Dorothy, la police de New York reçoit des centaines d'appels de témoins affirmant avoir aperçu Dorothy aux 4 coins des États-Unis. Au début du mois de février 1911, Francis Arnold reçoit même une carte postale signée Dorothy sur laquelle il est écrit « Je suis en sécurité » et portant un cachet de la ville de New York. Mais d'après lui, il s'agit d'un canular. L'affaire étant très médiatisée, on a publié des extraits de lettres écrites par Dorothy, donc son écriture a été copiée. Il y a également un bijoutier de San Francisco qui a affirmé que Dorothy s'était rendue dans sa bijouterie le 7 janvier pour faire graver l'inscription à A.J.A. de la part de ERB le 10 décembre 1910. La famille Arnold a même reçu 2 demandes de rançon, qui se sont révélées être des canulars. Au mois de mars 1911, 75 jours après la disparition de Dorothy, la police de New York annonce que l'enquête est dorénavant terminée. Le commissaire chargé de l'enquête déclare que Dorothy est vraisemblablement morte, mais qu'il n'y a aucune preuve qu'un crime a été commis. Et pour ceux qui se posent la question, le réservoir de New York a été fouillé lors du dégel au printemps, mais aucune trace de Dorothy. Les années qui suivent, la famille Arnold n'a toujours aucune nouvelle de Dorothy, et aucun témoignage qui permettrait de remonter sa trace. Mais en avril 1916, coup de théâtre. Un criminel du nom d'Edward Glennorris, qui est alors emprisonné à Rhode Island pour tentative d'extorsion, demande à parler au directeur pour soulager sa conscience. Il prétend avoir été payé pour enterrer le corps d'une jeune femme en décembre 1910. Edward Glennorris affirme qu'il a été engagé par un homme rencontré dans un bar à New York dont il ne connaît pas la vraie identité. Lui et un second homme surnommé Little Louis devaient récupérer une femme à New Rochelle et la transporter dans le New Jersey. C'était un travail plutôt facile qui ne semblait pas illégal, donc ils ont accepté. Ils se sont rendus dans la maison en question à New Rochelle, dans la banlieue nord de New York, et lorsqu'ils sont arrivés, 2 hommes les ont accueillis. Ils étaient bien habillés, mais l'un des 2 était surnommé le Doc. Quant à l'autre, il correspondait à la description de George Griscom. La femme qu'ils devaient transporter était inconsciente et elle était elle aussi très bien habillée. Ils l'ont fait monter dans leur voiture et ils l'ont ramenée jusque dans une maison dans le New Jersey qui était en fait une clinique clandestine. Elle devait y subir une intervention pour interrompre sa grossesse. Mais le lendemain, lui et Little Louis ont de nouveau été contactés, cette fois-ci pour se débarrasser du corps, puisque la femme était morte durant l'intervention. Edward Glennorris affirme qu'il a été payé environ 200 $ pour récupérer le corps dans le New Jersey et le ramener dans la maison de New Rochelle, où lui et Little Louis ont enterré le corps dans la cave. Et il affirme que la femme en question n'était autre que Dorothy Arnold. Le directeur de la prison informe les autorités de New York qui interrogent à leur tour Edward Glennorris, mais il se montre soudainement confus et plus du tout sûr de lui. Des agents de police fouillent malgré tout plusieurs maisons de New Rochelle qui correspondent à la description fournie par Edward Glennorris. Ils vérifient les caves, mais aucune trace de Dorothy.
Francis Arnold a bien évidemment réagi aux déclarations d'Edward Glennorris et pour lui, il s'agit là encore d'un canular. D'après lui, Dorothy a été enlevée et tuée le jour de sa disparition. Elle ne s'est jamais rendue dans une clinique clandestine. Il décède le 6 avril 1922 à New York et dans son testament, il ne prévoit rien pour Dorothy. Jusqu'à sa mort, il restait convaincu qu'elle a été enlevée et tuée le jour de sa disparition. A l'inverse, Marie a toujours pensé que sa fille était partie volontairement à cause d'un chagrin d'amour, donc à cause de George Griscom. Elle décède en décembre 1928 à New York et peu après, John Keith, l'ami avocat de la famille, déclare qu'il pense, contrairement à ce que pensaient les parents de Dorothy, qu'elle s'est tout simplement donné la mort après le rejet de son deuxième manuscrit. Il s'agissait du refus de trop vraisemblablement. Ce qu'il est important de préciser, c'est que cette affaire a démocratisé le traitement journalistique des faits divers. Les journaux parlaient quotidiennement de cette disparition, donc forcément, elle a soulevé pas mal de rumeurs. Selon l'une d'entre elles, le jour de sa disparition, Dorothy aurait glissé sur un trottoir verglacé, elle se serait cognée la tête, elle aurait été conduite à l'hôpital, où, devenue amnésique totale, elle n'aurait pas pu donner son identité. Le problème avec cette théorie, c'est que le personnel de l'hôpital aurait forcément fait le lien avec Dorothy lorsque l'affaire a été médiatisée, puisque sa photo a été publiée. Selon une autre rumeur très répandue, le jour de sa disparition, Dorothy se rendait en fait dans une clinique clandestine afin d'interrompre sa grossesse. Elle venait de réaliser qu'elle était enceinte de George Griscom et comme il n'était pas marié, elle a préféré interrompre sa grossesse. Malheureusement, elle serait morte durant l'opération et son corps aurait été enterré ou brûlé. Cette rumeur a été en partie alimentée par un fait divers survenu en Pennsylvanie en avril 1914. On a découvert que le médecin C.C. Meredith pratiquait des interruptions de grossesse dans une maison qui servait de clinique clandestine à Pittsburgh. Dorothy aurait été l'une de ces patientes qui serait morte durant l'opération. L'avocat de la famille Arnold, John Keith, a toujours démenti cette information. Il était au courant de cette rumeur qui circulait à l'époque de la disparition de Dorothy. Il s'était lui-même rendu dans le sanatorium de Pittsburgh, puisqu'on lui avait dit que le corps de Dorothy s'y trouvait. Il y était allé avec des détectives, et sur place, il y avait effectivement une jeune femme, mais ce n'était pas Dorothy, d'après lui. Selon une autre rumeur, ce sont en fait les parents de Dorothy qui se sont débarrassés d'elle. Ils ont découvert qu'elle était enceinte de George Griscom, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Donc ils ont préféré l'envoyer à l'étranger, vraisemblablement en Europe, où elle y a vécu sous une autre identité. La rumeur la plus répandue, cela dit, c'est que Dorothy s'est donné la mort, mais c'est le motif qui diverge. D'après George Griscom et John Keith, l'avocat de la famille Arnold, Dorothy était désespérée parce que sa carrière d'écrivain ne décollait pas, et elle avait eu le second refus qui a été le refus de trop, donc elle s'est donné la mort dans des circonstances très mystérieuses. D'après certains membres de la famille Arnold qui pensent qu'elle s'est donné la mort, la piste la plus vraisemblable, c'est la piste sentimentale. Apparemment, George Griscom ne voulait pas vraiment épouser Dorothy, c'était une sorte de passe-temps pour lui. Les parents de Dorothy ne voulaient pas qu'elle épouse George, puisqu'ils considéraient qu'il n'était pas à la hauteur de leur statut social, même s'il provenait d'une famille riche. Ils considéraient que ce n'était pas un homme qui travaillait suffisamment, qu'il était trop accroché à ses parents, que ce n'était pas un mec ambitieux, on va dire, et autonome. Donc ils ne voulaient pas de lui pour Dorothy. Et Dorothy, complètement désespérée, attristée par l'idée qu'elle ne pourrait jamais épouser l'homme qu'elle aimait, a décidé de se donner la mort. Il y a une toute dernière rumeur qui se heurte malgré tout aux lois de la physique, c'est que c'est George Griscom qui a tué Dorothy lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte de lui. Alors, certains pensent qu'il l'a tuée volontairement pour, on va dire, éviter un scandale. D'autres pensent que, comme l'a déclaré Edward Glennorris, dans cette clinique illégale, il y avait effectivement George Griscom. Le problème dans le cas présent, c'est que George Griscom se trouvait en Italie avec ses parents. Il ne pouvait pas être à deux endroits en même temps, à moins que les registres des bateaux de l'époque n'aient été falsifiés, que les registres de l'hôtel n'aient été falsifiés. Enfin, ça, on ne le saura jamais vraiment, puisque cette histoire remonte à bien trop longtemps. Voilà tout pour le mystère entourant la disparition de Dorothy Arnold. Et j'ai tellement hâte de voir vos avis dans l'espace commentaire, parce que cette histoire, j'arrive pas en fait à la saisir. Alors, on va dire que l'opinion que je me suis faite en faisant mes recherches, c'est qu'effectivement, le jour de sa disparition,
Dorothy avait rendez-vous pour interrompre sa grossesse. Et malheureusement, elle est décédée durant l'opération. Je pense pas du tout que ce jour-là, elle avait décidé de se donner la mort, parce qu'elle est quand même partie acheter des chocolats, un livre, une comédie romantique. Ça me paraît peu probable, vraiment, j'ai du mal à y croire. Et moi, le truc qui m'a un petit peu titillé malgré tout, c'est l'achat des chocolats. C'est comme si elle allait rencontrer quelqu'un qu'elle connaissait bien et qu'elle appréciait. Genre, bon, après peut-être que c'était en fait pour elle, peut-être que c'était pour chez elle, je sais pas, mais ouais, pour moi le scénario le plus probable, c'est qu'elle s'est rendue dans une clinique illégale et elle a perdu la vie. Et je trouve que les déclarations de l'avocat John Kiss, quand il dit que c'est pas vrai, elle n'est pas morte dans la maison de Pittsburgh, il s'est rendu au sanatorium, ce n'était pas Dorothy qui est allongée, etc. Moi je trouve que c'est bizarre. Enfin, je sais pas, peut-être que lui-même savait que c'était effectivement Dorothy, mais pour éviter un scandale à sa famille, ils ont décidé de cacher parce que pour l'époque, ça aurait fortement entaché la famille Arnold. Donc voilà, on va dire c'est l'avis que je me suis fait. Après, il y a tellement de théories sur cette affaire, mais j'en ai vu, je vous jure, il y avait des théories qui étaient grave farfelues, mais il y en avait d'autres qui tenaient quand même un petit peu plus la route. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Et sinon, pour en revenir à ce que je vous disais en début de vidéo, genre je me suis trouvé un petit lien avec Dorothy, c'est que moi aussi en fait j'écris des romans, des nouvelles, etc. Et j'ai déjà soumis un polar qui a été rejeté en disant les choses telles qu'elles sont, et c'est grave frustrant, je vous jure, ça fout le seum. Donc je comprends son état d'esprit à l'époque, comme elle devait être dégoûtée. Donc voilà, c'était le petit lien, on va dire. Et puis, ma foi, n'hésitez pas à mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Vraiment, j'ai trop hâte de lire vos théories à vous. Et ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.